Excusez-moi, s'il vous plaît. Bien, je reprends. Une discontinuité sédimentaire, c'est une surface qui matérialise une lacune de sédimentation. Et cette lacune de sédimentation, il pourrait être due soit à un non-dépôt, c'est-à-dire il y avait un arrêt de sédimentation, soit il est lié à une érosion, c'est-à-dire qu'il y avait dépôt, puis il a été enlevé par l'érosion, ou bien l'association du deux. C'est-à-dire qu'une discontinuité sédimentaire correspond finalement à une surface qui matérialise un non-dépôt et ou une érosion. Et l'érosion, elle est généralement liée à une immersion. Cette surface de discontinuité sédimentaire matérialise une lacune de sédimentation qui a une durée. C'est la durée de non-dépôt ou la durée de l'ensemble érodé. C'est une surface dont l'extension varie dans l'espace géographique en fonction de l'ampleur ou encore en fonction de l'intensité des phénomènes responsables de la lacune de sédimentation. Alors, on va voir dans ce chapitre plusieurs types de surfaces qui matérialisent une lacune de sédimentation, telles que par exemple la surface durcie. Une surface durcie, c'est ce que l'on appelle en anglais par hard ground. Hard, c'est dur, et ground, surface. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un hard ground ou une surface durcie? C'est une surface qui matérialise un non-dépôt ou un taux de sédimentation très faible sans érosion associée. Je reprends, c'est une surface qui matérialise un non-dépôt ou un taux de sédimentation très faible sans érosion associée. C'est une discontinuité, si vous voulez, c'est une discontinuité sous-marine qui matérialise un non-dépôt ou un taux de sédimentation très faible sans érosion. C'est-à-dire il y avait une lacune de sédimentation sous-marine sans érosion associée. Il se développe généralement lors d'un approfondissement du milieu, c'est-à-dire quand la tranche d'eau devient très importante, quand la profondeur de l'eau devient très importante. Alors la surface de discontinuité, la surface durcie, ici présentée en bleu, regardez là. Au temps initial, par exemple T10, le niveau marin il était là. Lors de la montée du niveau marin, c'est cette montée du niveau marin qui provoque un approfondissement du milieu. Les sédiments deviennent piégés en bordure de la plateforme et dans la partie distale, regardez, on a un taux de sédimentation qui est très faible, voire même nul. Les conditions physico-chimiques et biologiques sont favorables, ce qui fait qu'on assiste à l'accumulation d'organismes marins après leur mort et se déposent sur cette surface. Appelons-le ici le taux de sédimentation. Ici, dans sa partie tout à fait distale, le taux de sédimentation il est nul. Et là, un peu vers le haut, le taux de sédimentation il est faible. Donc, imaginez, dans ces conditions-là, la vie est favorable. Les organismes vivent dans la tranche d'eau et après leur mort, ils décantent et se déposent sur cette surface. Dans les eaux marines, nous avons un certain ensemble, un certain nombre d'éléments chimiques qui sont dissous dans la masse de l'eau. Quand les conditions physico-chimiques le permettent, ces éléments chimiques, ils précipitent et se déposent sur cette même surface. Alors, la caractéristique de cette condensation de faune que l'on voit ici, c'est que ces organismes-là présentent des âges différents.
nous avons regardé, on est parti du temps T10 vers le temps T16. Ça veut dire que là, nous avons des organismes qui datent le temps T11, T12, T13, T14, 15, 16, etc. D'accord? Pour pouvoir créer ce type de surface durcie, il faut absolument, comme vous le voyez ici, en noir, c'est la courbe de variation du niveau marin. Par exemple, là, le niveau marin monte jusqu'ici, puis il commence à baisser, il baisse, il atteint le maximum de baisse ici, puis il remonte, puis il baisse encore. Alors, cette surface-là, elle se crée quand la vitesse de montée du niveau marin atteint son maximum. Comme vous le voyez, c'est une courbe qui est sinusoïdale. Les points d'inflexion, c'est au niveau du point d'inflexion que l'on a le maximum ou bien la vitesse maximale. Par exemple, là, on est en montée du niveau marin, donc la vitesse est maximale à ce niveau-là, et c'est à ce niveau-là que cette surface durcie se crée dans la partie distale de notre plateforme. Bien. Alors, je reprends. C'est une surface de discontinuité sous-marine qui traduit un non-dépôt ou bien un taux de sédimentation faible sans érosion. Il n'y a pas d'érosion. Et il se crée essentiellement lors de la montée du niveau marin, c'est-à-dire lors de l'approfondissement du milieu, comme vous le voyez ici, quand la vitesse de montée du niveau marin est maximale. Alors, lors de cette période d'approfondissement du milieu marin, les apports sédimentaires en provenance du continent qui est du côté gauche. Ils arrivent ici et ils sont piégés, regardez, c'est cette partie-là en vert, ils sont piégés dans la partie proximale de la plateforme. Dans la partie distale, les conditions de vie sont favorables et les organismes vivant dans la masse de l'eau, après leur mort, décampent et s'accumulent sur cette surface durcie. Alors, la durée de non-dépôt, elle est très importante. Elle est très importante et ça permet donc de faire réussir un phénomène diagénétique, c'est-à-dire la lithification de cette surface. Donc, cette surface devient très lithifiée et elle est colonisée par des organismes qui vivent sur le fond, qui provoquent de la perforation. D'accord? Donc, pour reconnaître cette surface, il faut chercher tous les éléments qui sont tous les phénomènes qui sont enregistrés sur cette surface. Par exemple, c'est une surface durcie tout simplement parce que la durée de non-dépôt était suffisante pour réussir la lithification lors de la phase diagénétique. C'est une surface qui est perforée. Pourquoi? Parce qu'il est colonisé par d'autres organismes, on note les ammonites, à part les ammonites, qui permettent la perforation et la lithification, les organismes lithophages, donc ils perforent et laissent derrière des trous verticaux. Il est marqué aussi par un enduit, donc qui est ferrugineux. Pourquoi? Parce que les éléments chimiques dissous dans la masse de l'eau précipitent quand les conditions sont favorables. Et il est par ailleurs parsemé par des nodules de manganèse, des nodules de phosphate, avec bien entendu des organismes fossiles d'âge différents. Alors ces organismes fossiles-là, si vous voulez déterminer par exemple s'il s'agit de fossiles caractéristiques tels que les ammonites, on peut les utiliser pour calculer la durée de non-dépôt. Et ceci, ça peut se faire par un simple calcul. Il faut prendre l'âge de l'ammonite la plus ancienne, par exemple T11, que vous retranchez de l'âge de l'ammonite la plus récente. Et par cette différence, vous aurez en millions d'années ou bien en milliers d'années la durée de non-dépôt. Bien. Alors ici, une vue très détaillée de la surface durcie. Ça, vous l'avez vu également avec mademoiselle Bourgoigny. C'est une surface, regardez,
qui est perforé, donc on voit de la perforation. Il est dur, pourquoi? Parce qu'il a été lithifié, parce que la durée de non-dépôt, il était très important, ce qui a provoqué la lithification de cette surface, sa colonisation par des organismes, la mélibranche par exemple, ammonites, gastéropodes, des mollusques d'une manière générale. Donc il perfore, on voit la perforation, regardez, et de la bioturbation. D'accord? Et regardez, de part et d'autre de cette surface, nous avons des sédiments de teintes différentes. Par exemple, au-dessous de cette surface, les argiles sont très foncées, par contre, elles sont plus claires au-dessus de cette surface. Donc, à retenir, c'est une surface. Les surfaces durcies correspondent à des surfaces de discontinuité sous-marine qui matérialisent un non-dépôt ou un taux de sédimentation très faible, d'accord, sans érosion associée. Ils sont reconnaissables sur le terrain par une condensation de faune ou bien de fossiles d'âge différents, par de la perforation et par la présence d'un enduit ferrugineux avec par ailleurs des minéraux autogéniques tels que la sidérite, les nodules de phosphate, la glauconite, etc. Alors la glauconite, c'est un minéral donc, qui est vert. Donc, si vous les observez au microscope, il garde sa couleur verte, que ce soit en lumière polarisée ou bien en lumière naturelle. Alors, on va voir un exemple marocain, un exemple de hard ground dans la partie orientale du Haut-Atlas central. Donc, vous avez ici une carte structurale qui montre les trois coupes ici présentées. Donc, vous avez la première coupe, la deuxième, puis vous avez la troisième ici, donc qui est moins épaisse. Alors, la coupe tout à fait au nord, c'est la coupe de Talrent, par exemple. La seconde au milieu, c'est la coupe de Bouhamid, c'est celle-là. Et la troisième et dernière coupe, tout à fait au sud, c'est la coupe d'Eitetman. Alors, cette coupe d'Eitetman, c'est une localité qui est au nord des Rachidia. Donc, vous utilisez l'échelle pour estimer la distance en kilomètres. C'est à peu près une vingtaine, c'est à peu près, oui, c'est à peu près 15 à 20 kilomètres. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la comparaison des épaisseurs de cette formation-là, que l'on appelle la formation donc, de tagodite, d'âge quartier inférieur, c'est-à-dire du lias moyen. Cette formation est représentée sur cette colonne stratigraphique, ou bien dans les trois colonnes stratigraphiques en vert. Tout ce qui est vert, c'est la formation de tagodite. Notre objectif, c'est de comparer l'épaisseur de cette formation en allant du nord vers le sud. Et comme vous pouvez le constater, donc cette formation elle est épaisse, mais malheureusement ici, les conditions d'affleurement ne permettent pas de faire le lever de la totalité de la formation, mais elle est épaisse. Quand on regarde dans la localité de Bouhamid, on voit que cette formation est très épaisse. Donc, il présente, vous voyez, la fleur sur une épaisseur qui dépasse une centaine de mètres. Par contre, quand on arrive dans la localité d'Eitetman au sud, ici indiqué par cette étoile, on voit que cette formation-là, il ne fait que quelques centimètres, c'est-à-dire quelques décimètres. Et il est estimé, comme vous le voyez, c'est parce que là, j'ai fait un zoom, j'ai essayé de faire un agrandissement de cette partie-là pour que vous puissiez comprendre. Et cette formation-là, il est ici. Il est condensé et il ne fait que 0,5 mètres d'épaisseur. Donc, imaginez 100 mètres à 120 mètres d'épaisseur, ça se réduit progressivement dans cette localité d'Eitetman, il se réduit à 0,5 mètres. Alors, regardez, vous avez la discontinuité D12, puis vous avez la discontinuité D16. Alors, toutes les discontinuités là que vous voyez, elles sont télescopées, c'est-à-dire elles sont plus ou moins confondues dans la localité d'Eitetman. Alors, c'est le essai de voir sur le terrain comment ça se présente ici. D'ailleurs, sur
cette colonne-là, la formation du tagodite se réduit à 2 niveaux, voire même 3 niveaux, qui sont très riches en fer à leur surface, qui sont riches en organismes de type lamellibranche et brachiopodes. Donc, on va voir le détail de ça sur le terrain. Alors, sur le terrain, donc, la formation du tagodite dans la localité de Leitman, il n'est présenté que par ces 3-4 niveaux de calcaire, plus ou moins noduleux, qui sont très riches en forme de lamellibranche et brachiopodes, c'est-à-dire on a une condensation de forme de brachiopodes et de lamellibranche qui atteste d'un taux de sédimentation très très faible, avec par ailleurs, par endroit, une pellicule ferrugineuse que vous voyez ici en rouge foncé. Donc ça, c'est une surface, donc il a la valeur, et là, ou bien nous l'avons interprété comme étant une surface durcie, c'est-à-dire de type hard ground, qui est à mettre en relation avec un approfondissement du milieu dans la localité des Leitman et avec un apport de sédiments qui est très 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 faible, voire même nul. Bien, voyons maintenant le deuxième type, de surface d'immersion. Alors, comment peut-on définir cette surface d'immersion? Comme son nom l'indique, c'est une surface donc, qui est immergée, c'est-à-dire avant il était sous une tranche d'eau plus ou moins importante, puis ensuite, suite à la baisse du niveau marin, cette surface subit une exondation, c'est une immersion. Alors la surface d'immersion est définie comme étant une discontinuité sédimentaire qui matérialise un non-dépôt avec érosion. Alors, dans ce cas-là, nous avons une interruption sédimentaire qui est liée à une exondation, puis érosion. C'est une surface donc, qui se réalise suite à une exondation de la bordure de la plateforme. Donc, regardez le niveau marin. Autant T1, c'est toute notre aire de dépôt, il était couverte par de l'eau, avec la partie la plus profonde du côté droit et le moins profond, le milieu le moins profond, il est du côté gauche. Donc, imaginez, je vais faire baisser le niveau marin jusqu'ici. Donc, au temps T2, on baisse le niveau marin, au temps T2 jusqu'ici. Ce qui fait que toute cette partie-là, qui est représentée par un trait qui est irrégulier, va être le siège d'une érosion. Donc voilà, c'est la surface d'immersion, c'est une surface d'érosion, donc qui est liée à une baisse du niveau marin, comme vous le voyez par cette flèche. Le niveau marin initial, il était ici. Lors de la baisse du niveau marin, donc on assiste à une immersion, à une exondation de cette partie-là de la bordure dans notre bassin. Ce qui fait que, à ce niveau-là, nous avons cette surface-là qui se livre à l'érosion, que ce soit une érosion aérienne ou une érosion donc sous-aquatique, voire même subaérienne. Donc la surface d'immersion correspond à une surface qui est liée à une exondation qui provoque l'érosion, une érosion. Et il se réalise, regardez ici sur cette courbe de variation du niveau marin, donc il s'est présenté en noir, il se réalise essentiellement au point d'inflexion à ce niveau-là, lors de la baisse du niveau marin. Et c'est au niveau de ce point-là que la vitesse de baisse du niveau marin est maximale, ce qui provoque l'exondation et l'immersion de toute cette partie-là de notre bassin sédimentaire. Bien. Une surface d'immersion, c'est une surface de discontinuité sédimentaire qui matérialise un non-dépôt et une érosion. Alors, pour éroder cette surface, il faut absolument faire baisser le niveau marin. Alors, comment peut-on reconnaître cette surface dans un enregistrement sédimentaire vertical? Nous, on est des stratigraphes, des géologues stratigraphes. On part sur le terrain, on fait l'analyse des séries sédimentaires. Alors, cette surface-là peut être reconnue sur le terrain par le fait
qu'il s'agit d'une surface qui est irrégulière, donc qui traduit l'immersion et l'érosion, et il sépare des sédiments marins profonds, hein, des dépôts marins profonds, ce qui est en vert, des dépôts, bien des sédiments qui sont continentaux ou bien marins très peu profonds. Si vous faites par exemple sur le terrain une section verticale comme ceci, vous allez voir que cette surface qui est d'un point de vue géométrique irrégulière, et les irrégularités elles attestent de la phase érosive lors de la baisse du niveau marin, donc sépare deux sédiments différents. Des sédiments bien des dépôts marins profonds, ici, des sédiments continentaux, voire même un marin peu profond ici. Donc voilà, c'est ce que l'on peut dire sur la surface d'immersion. Bien, voyons maintenant les surfaces de discordance. Est-ce que vous voyez cette diapositive? Est-ce que vous voyez cette diapositive, discordance? En petit c, discordance. Et maintenant, vous la voyez encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une surface de discordance? Alors, une surface de discordance, je vais la définir et vous allez voir que cette définition correspond exactement à la définition que j'avais proposée pour une surface d'immersion. Une surface de discordance correspond là encore à une discontinuité sédimentaire qui matérialise un non-dépôt et une érosion. Vous allez me dire, quelle est la différence, ou bien comment peut-on faire la différence entre une surface de discordance et une surface d'immersion? Alors là, c'est une notion, c'est une question de durée de non-dépôt et de l'ampleur de l'érosion. Sur une surface de discordance, la durée de non-dépôt est très importante, c'est-à-dire la durée de l'interruption sédimentaire, il est très manifeste. Par contre, sur une surface d'immersion ou d'érosion, la durée de non-dépôt, elle est relativement moins importante que celle qui caractérise une surface de discordance. Si l'on essaie de comparer maintenant l'extension géographique de ces deux surfaces, la surface de discordance, c'est une surface que l'on peut, donc, qui présente une extension géographique très très importante. On peut la suivre par exemple depuis Marrakech à Blimla ou bien depuis Marrakech jusqu'à Casablanca. Par contre, une surface d'érosion, c'est une surface qui présente une extension géographique qui est relativement, ou bien voire même nettement très réduite par rapport à celle de la discordance. Donc c'est une surface, la discordance, c'est une surface qui matérialise à la fois une interruption de sédimentation avec une érosion. Et pour faire donc éroder cette surface, il faut absolument faire recours à une immersion, c'est-à-dire à une exondation. C'est une surface qui marque une interruption de la sédimentation avec immersion qui est toujours plus ou moins accompagnée d'érosion. Alors pour émerger, il faut exonder. Quand on exonde, donc on provoque ou bien favorise l'érosion. Alors imaginez cette surface. C'est une surface d'érosion de grande extension géographique qui matérialise une interruption de sédimentation qui est très très importante. Alors le retour des eaux sur cette surface après immersion, on va la faire exonder, c'est-à-dire on va faire le retour ou bien on va refaire revenir les eaux marines au-dessus de cette surface. Alors le retour de la mer, c'est-à-dire en période de transgression, bien en période d'exondation, s'accompagne par des dépôts du coup supérieurs qui sont constitués par des sédiments marins qui vont se déposer sur les couches inférieures selon deux dispositifs différents. Alors le premier dispositif, nous avons la surface de discordance, donc qui est très irrégulière, donc très érodée, qui matérialise une interruption de sédimentation, donc qui est très manifeste. Le retour des eaux marines au-dessus de cette surface, par exemple, pendant une période de montée du niveau marin. Si vous voulez, on peut utiliser le terme de transgression. On est en période de transgression. Les couches marines qui vont se déposer
sur cette surface-là peut se faire de la manière suivante. Les couches inférieures et supérieures, donc, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire une chose. Si les couches inférieures, parce qu'on avait dit que les couches supérieures vont se déposer sur les couches inférieures selon deux dispositifs fondamentaux différents. Le premier dispositif, on considère que les couches inférieures n'ont pas subi aucun mouvement. Imaginez une surface de discordance qui n'a pas, et des sédiments en dessous qui n'ont pas subi de déformation tectonique. Dans ce cas-là, les couches inférieures et supérieures vont rester parallèles avec une érosion qui est très faible. Pourquoi? Parce que la déformation de l'écorce terrestre est très faible. Dans ce cas-là, on parle de surface concordante ou bien de couche concordante, c'est-à-dire une surface de concordance entre les couches inférieures et les couches marines supérieures. Alors, sa signification veut dire que l'immersion est liée à de faibles déformations de l'écorce terrestre suivie de faibles érosions. Donc, la surface de concordance entre des couches sédimentaires qui sont parallèles de part et d'autre, avec une érosion qui est peu manifeste, on l'appelle surface de concordance. Et on dit que les couches sont de part et d'autre concordantes. Le deuxième cas, c'est le cas, c'est-à-dire que toujours dans le cas où les couches inférieures n'ont pas subi de déformation tectonique, mais cette fois-ci, regardez, lorsque l'érosion est très importante, on parle dans ce cas-là de discordance de ravinement. Une discordance de ravinement, c'est une surface d'érosion qui sépare des sédiments sous-jacents qui sont de faible profondeur, des sédiments donc sous-jacents qui sont plus profonds. Alors, sur ce schéma-là, nous n'avons pas des sédiments en dessous de la surface d'érosion, mais nous avons une roche intrusive, nous avons un granit. Donc, imaginez ce granit-là, donc il se porte à l'immersion, donc à l'érosion. Et on voit ici les fragments de la roche granitique qui sont repris dans la sédimentation de la couche inférieure. Et nous avons la deuxième couche, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Alors, quand on regarde ce dispositif, on voit que les couches reposent sur cette surface-là de manière, donc c'est une surface qui est très irrégulière, qui apaise une érosion qui est très manifeste, très intense, très importante, on l'appelle discordance de ravinement. Donc, imaginez à la place de la roche intrusive, c'est-à-dire à la place du granit, nous avons des couches sédimentaires qui ont été déposées à l'horizontale. Alors, l'érosion très manifeste conduira à une surface qui est très irrégulière et les irrégularités de cette surface-là sont fonction de la durée et de l'intensité de l'érosion. Et de part et d'autre, on va avoir les couches supérieures et les couches inférieures qui sont parallèles. Mais la surface qui les sépare, elle a la valeur d'une surface de discordance de ravinement. Bien, donc nous avons ici un exemple à l'affleurement, c'est-à-dire sur le terrain. Donc regardez, donc ici vous avez un groupe de géologues, puis nous avons un affleurement. Nous avons une série sédimentaire qui affleure le long de cette piste-là. Alors quand on regarde cette photo-là, on voit clairement qu'il y a deux ensembles donc qui sont fort contrastants, c'est-à-dire qu'ils sont différents. Nous avons... Oui. C'est affiché. D'accord. Le diapo qui affiche, c'est le diapo de discordance. Oui, je vais revenir. J'ai bien compris. Je vais revenir. Alors, vous voyez ça? Vous voyez la discordance érosive sur là? Et maintenant, vous la voyez? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je reprends ce que je viens de dire. Alors là, nous avons une série sédimentaire donc, qui est prise en photo. Vous avez donc les géologues, vous avez une piste. Alors quand on regarde cette série sédimentaire-là, on voit deux ensembles sédimentaires donc, qui sont en contraste. Nous avons cet ensemble-là
donc qui est bien stratifié. On le retrouve ici également, c'est la continuité. Puis nous avons cet ensemble-là, donc qui est formé par une brèche, donc c'est un ensemble, ou bien c'est une couche, une puissante couche sédimentaire, donc qui est constituée pratiquement par un conglomérat, essentiellement une brèche, qui repose sur cet ensemble-là. Alors là, cet ensemble-là, ça correspond à des calcaires et des marnes aforaminifères, c'est-à-dire des sédiments marins. Ce paquet-là, finement stratifié, que l'on retrouve ici, correspond à des carbonates, c'est-à-dire du calcaire et des marnes aforaminifères. Donc, il s'agit de sédiments marins. Et regardez la surface. La surface, et là, par exemple, c'est une brèche syntectonique. C'est une brèche qui est liée à une phase tectonique, c'est-à-dire comme la molasse, c'est-à-dire un conglomérat orogène. Donc, syntectonique, c'est-à-dire il est mis en place donc, de manière contemporaine et une déformation d'onde. Alors, cet ensemble-là de calcaire et marne, donc regardez sa limite supérieure, il passe par là, et sa limite supérieure elle est là, et regardez cette surface-là qui le sépare de la brèche. C'est une surface qui est régulière, il descend ici, puis il remonte. Regardez les irrégularités, c'est très important hein, donc, de décrire la géométrie de cette surface, notamment les irrégularités de cette surface. Mais là, déjà, quand on voit cet ensemble-là, il est décalé par rapport à son équivalent du côté gauche. Ceci est dû à la présence de la tectonique cassante, notamment des failles. Il y a une faille qui descend par là, et c'est cette faille-là qui a fait décaler ça de ça. Donc, nous avons le rejet vertical, il est très important, il fait 2-3 mètres. Regardez la taille de ce géologue-là, s'il fait 1,80 m, donc c'est un peu plus de ça, c'est à peu près 3 mètres de décalage. Puis nous avons une autre faille, elle est là, elle décasse cet ensemble-là, d'un autre ensemble-là qui n'est pas pris en photo, qui est tout à fait à droite. Donc, je vais vous montrer l'interprétation. Donc, c'est ça. Donc, nous avons les marno-calcaires, il y a les calcaires et marnes foraminifères qui sont marins. Donc, ils sont séparés de la brèche syntectonique, vous voyez ici, par cette surface-là qui est irrégulière, hein, que l'on interprète dans ce contexte comme étant une surface de discordance érosive. D'accord? Alors, si l'on fait une coupe ici, donc on va avoir les marno-calcaires aforaminifères avec, donc, qui sont représentés ici. Et là, nous avons notre surface de discordance, de ravinement, une discordance érosive, donc qui sépare les dépôts marins, essentiellement calcaro-marno-aforaminifères, d'une brèche syntectonique qui est au-dessus. Donc voilà, c'est la photo d'une discordance érosive. Donc maintenant, on va voir un autre type de discordance. Donc, on avait dit que suite à la baisse du niveau marin, les couches inférieures et les couches supérieures peuvent se présenter selon deux dispositifs différents. Dans le premier dispositif que nous venons de quitter, les couches inférieures n'ont pas du tout subi une déformation tectonique. Ils ont été conservés tels qu'ils ont été déposés. Maintenant, si l'on considère que les couches inférieures ont subi un mouvement, c'est-à-dire ils ont été déformés, que ce soit par une déformation tectonique cassante, par faille par exemple, ou bien par une déformation plicative, souple, par exemple un plissement. Donc, on va avoir les couches inférieures et les couches supérieures vont avoir des inclinaisons différentes, c'est-à-dire des pendages différents. Et ils forment alors entre elles un angle caractéristique, donc qui nous laisse penser à une discordance angulaire. Donc, une discordance angulaire, c'est une surface de discontinuité sédimentaire qui sépare des sédiments, ou bien un terrain sédimentaire qui est fortement plissé ou cassé, ou bien affecté par de la tectonique cassante, d'un ensemble supérieur, un ensemble de couches supérieures, donc qui ont été mises à l'horizontale. Quand on compare, regardez par exemple là, nous avons 1, 2, 3, 4 couches, vous voyez ici,
ils ont été déposés initialement à l'horizontale, puis déformés, c'est-à-dire ils ont subi un mouvement tectonique, une déformation. Dans ce cas-là, c'est une déformation souple, plicative. Donc, nous avons un anticlinal. Et regardez là, donc, nous avons ces couches-là, le flanc droit, le flanc gauche de cette structure anticlinale. Et regardez, on ne voit pas la charnière. On ne voit pas la charnière tout simplement parce qu'il a été complètement absorbé et érodé. D'accord? Enlevé par l'érosion. Donc, cette surface-là, c'est une surface donc, qui est très régulière, qui atteste d'une phase érosive, donc qui était à l'origine de la disparition pratiquement de la charnière et une bonne partie des deux flancs de sa structure anticlinale. Puis après le retour des eaux marines au-dessus de cette surface, c'est-à-dire une transgression par exemple, on assiste à cette transgression, on assiste au dépôt de cette couche-là et de cette deuxième couche. Alors quand on regarde la géométrie ou bien la relation géométrique entre ces deux couches supérieures et les couches qui forment la structure anticlinale, on voit que entre les deux, nous avons un angle. Par exemple, ici, si vous projetez ça ici, la limite de cette couche, si vous la projetez ici, nous avons un angle. Nous avons déjà un angle ici par rapport à la surface érosive. Nous avons un angle, d'où le nom de discordance angulaire. Donc, je reprends quand les couches inférieures ont subi un mouvement et quand les couches supérieures sont amenées se déposent suite à une transgression, on voit que les couches inférieures et les couches supérieures ont des inclinaisons différentes et forment entre elles un angle caractéristique et on dit qu'ils sont discordants. Et cette discordance est qualifiée de discordance angulaire. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous suivez? Monsieur, Oui. je n'ai pas bien compris la différence entre la discordance et la surface des... Est-ce que vous pouvez reprendre votre question parce que je n'ai pas bien entendu? Un peu plus fort. J'ai pas bien compris la différence entre la surface discordance et la surface de... La surface d'érosion? Non, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Là, regardez. Je vais revenir un peu. Voilà. Voilà, regardez. La différence entre une surface, une discordance de ravinement et une discordance angulaire. Non, monsieur, la surface de discordance et la surface d'immersion. Ah, ils sont complètement différents, je vous ai dit. Je vous ai dit que quand on regarde la définition que l'on avait construite, que ce soit pour la surface d'érosion ou bien d'immersion, la surface d'immersion et la surface de discordance, si on regarde le texte de la définition, il est identique, d'accord? Mais la différence réside dans le fait que la surface de discordance présente au registre une phase d'érosion qui est très manifeste et très importante par rapport à la phase érosive qui caractérise la surface d'immersion. D'accord, ça d'une part. Et d'autre part, il faut comparer leur extension géographique. Comme nous l'avons dit l'autre fois, une surface de discontinuité sédimentaire est caractérisée par une durée et par une extension géographique. La durée, c'est la durée de non-dépôt ou bien de l'ensemble érodé. Et une extension, c'est-à-dire une extension géographique dans l'espace. Donc, qui est fonction de l'intensité du phénomène responsable de la lacune de sédimentation. Si, par exemple, nous avons un phénomène qui est très important, donc il est enregistré à Marrakech, à Chichaoua et à Agadir. Donc, on va suivre notre surface de discordance depuis Marrakech jusqu'à Agadir. Par contre, une surface d'immersion, c'est une surface d'érosion donc qui présente une extension géographique qui est relativement, voire même nette,
très réduite par rapport à la surface de discordance. Une question d'intensité et d'ampleur du phénomène qui est responsable de la jeunesse, que ce soit de la surface d'immersion vers la surface d'érosion. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, là, si vous regardez cette surface de discordance-là, angulaire, que vous voyez sur la photo, est-ce que vous la voyez? Oui, monsieur. Vous voyez? Alors, cette surface-là, regardez, il sépare des sédiments qui sont intensément déformés, des sédiments qui sont qui sont dépourvus, exempts de déformation ultérieure,